Le roi Grey était un seigneur de guerre impitoyable qui régnait sur le monde avec son pouvoir et détruisait des nations avec des bombes après les avoir conquises. Élevé comme un orphelin, il croyait à la survie du plus fort et est devenu le plus puissant du monde. Cependant, un jour, quelqu'un parvient à l'empoisonner, mais au lieu de mourir, il se réincarne dans un autre monde en tant que bébé nouveau-né. Maintenant, il doit naviguer à travers ce nouveau monde de magie et d'aventure. Tout commence un jour lorsque le roi Grey se retrouve submergé sous l'eau. Il commence lentement à perdre connaissance, mais une voix étrange résonne à travers le vide, et l'exhorte à chercher la lumière dans sa prochaine vie. La prochaine fois qu'il ouvrira les yeux, il sera accueilli par un couple marié qui le regarde fixement, comme s'il s'agissait d'une adorable petite créature. Il regarde autour de lui, confus, et réalise rapidement que ces deux personnes sont ses parents, et que, d'une manière ou d'une autre, il a été ressuscité en un tout petit bébé sans défense nommé Arthur Lewin. Arthur ne cesse de se demander comment un roi puissant comme lui, qui se tenait autrefois droit avec d'innombrables victoires à son actif, a pu finir comme un tout petit bébé sans défense qui ne peut même pas faire un rot correctement pour soulager un peu d'indigestion. Alice et Reynolds semblent totalement convaincus qu'il est leur enfant, mais Grey ne peut tout simplement pas concevoir à quel point ils ont accepté cela si facilement. Maintenant piégé dans un corps qu'il ne peut pas contrôler, il se retrouve face à un tout nouveau genre de l'impuissance, surtout quand il finit par fuir dans sa couche sans avoir la moindre idée de comment l'arrêter. Cette forme fragile commence à ressembler davantage à une prison, le faisant se demander si tout autour de lui n'est qu'un rêve bizarre et tordu. Il est bientôt témoin de ses parents utilisant des capacités étranges qui vont bien au-delà de tout ce qu'il a jamais vu et apprend que ces incroyables pouvoirs s'appellent la magie. Quelque chose qui n'avait même jamais existé dans le monde d'où il vient. Lorsque son père revient d'une chasse, Grey commence à réaliser que la connaissance pourrait bien être l'arme la plus puissante de toutes et, en apercevant le gant attaché aux côtés de son père, il jure silencieusement de poursuivre le pouvoir pour lui-même dès que possible. Puis vient l'heure de la sieste et, bien qu'au début cela semble être une autre restriction, il commence lentement à trouver ces moments de calme pas si terribles, surtout comparé à sa vie passée où le repos était un luxe qu'il ne pouvait jamais se permettre, étant toujours une cible pour les assassinats. Au fil des jours, le petit Arthur a maintenant appris à ramper. Ses parents s'illuminent d'excitation en voyant cela, alors qu'il se déplace et finit devant un miroir, fixant son reflet comme s'il essayait encore de comprendre ce qu'il est devenu. Plus tard, quand sa mère le met au lit, notre gars fait semblant de s'endormir et attend qu'elle le laisse seul. Une fois qu'elle est partie, il descend du lit en utilisant sa couverture et sort prudemment. Maintenant qu'il peut à peine bouger ses membres, il se dirige lentement vers la bibliothèque et parvient à tirer un livre. Il commence à lire pour rassembler toutes les informations qu'il peut sur le monde dans lequel il se trouve maintenant. Ce qu'il ne remarque pas, c'est comment un étranger comme lui est capable de lire la langue de ce nouveau monde. C'est alors qu'il découvre que le continent dans lequel il a été rénové s'appelle Dicasson, qui a 3 kemems. L'un d'eux est le royaume de Darve, un endroit qui abrite une nation souterraine de nains. Le deuxième est le royaume d'Elénor qui, comme son nom l'indique, est habité par des elfes qui vivent tranquillement dans une forêt. Enfin, il y a le royaume humain nommé Sépin, celui dans lequel il se trouve actuellement. Parmi les 3, celui-ci semble être le plus peuplé et, comme le royaume qu'il régentait dans sa vie précédente, il fonctionne sur un système monarchique. Cependant, la seule différence est qu'à la différence de son monde où le trône a été arraché par la force, ici il se transmet par naissance. Notre petit bébé attrape un autre livre, se cogne accidentellement contre le sol et grimace un peu avant de l'ouvrir pour recommencer à lire. Cette fois, il découvre qu'à la différence de son ancien monde, cet endroit a encore l'impression d'être dans ses débuts et la plupart des technologies sont assez primitives. Ce qui le distingue vraiment, c'est la présence de magie et d'une source d'énergie mystérieuse appelée mana. Il lit que la capacité de contrôler le mana est supposément héritée et qu'une personne sûre s'en est réellement avec ce talent. Alors qu'il se gratte le dos et laisse échapper un petit grognement à cause de sa chute précédente, il retourne rapidement à son livre sans perdre de temps. Il apprend ensuite que dans ce monde, le mana est principalement utilisé de 2 manières. Les Augmenters l'utilisent pour augmenter leur force physique, ce qui leur permet d'accomplir des exploits incroyables que des gens normaux ne pourraient même pas imaginer, tandis que les conjureurs adoptent une approche différente, route en projetant leur mana et en le façonnant par la seule volonté. Petit Arthur commence à se remémorer ce moment où Alice a utilisé une sorte de magie sur son père pour le guérir, ce qui lui fait réaliser qu'il pourrait y avoir plus que ces 2 catégories. En continuant, il découvre que ces utilisateurs de magie ont quelque chose appelé un noyau de mana, qui sert de clé pour débloquer tous ces pouvoirs intéressants et la plupart des gens peuvent commencer à y accéder autour du moment où ils atteignent la puberté. Pour s'éveiller en tant que mage, il faut canaliser tout le mana qui circule dans leur corps en un seul point. Dans son ancien monde rempli de technologie, il y avait une autre sorte d'énergie appelée clé, et il remarque en fait que cela suivait un principe assez similaire de rassemblement du pouvoir. En repensant à toutes ces années d'entraînement avec sa clé, il commence à se demander si les connaissances de sa vie passée pourraient maintenant lui servir de sa plus grande arme. Il tente sa chance en essayant de concentrer tout son mana en un seul point.
Mais avant même de faire un petit progrès, il se fait surprendre par sa mère qui le gronde pour s'être échappé comme ça. Juste au moment où la situation commence à devenir intense, le petit Arthur se prépare en pensant qu'Alice a peut-être découvert son petit secret de réincarnation, mais il s'avère que tout ce qui la préoccupe, c'est le fait qu'il ait eu un grand moment dans sa couche. Arthur refuse de le croire au début, mais lorsqu'il touche sa couche pour vérifier, trouve cela absolument mortifiant puisqu'il était tellement absorbé par sa lecture qu'il n'a même pas remarqué son propre réflexe qui lui échappait. Encore une fois, il se sent piégé dans ce petit corps avec un désir écrasant de se libérer et de devenir plus fort. Le temps passe et cela fait déjà 2 ans que Gray a été réincarné. En écrivant son journal habituel, sa mère commence à s'inquiéter un peu car elle se rend compte que pour une raison étrange, leur bébé n'a pas souri une seule fois pendant tout ce temps. Elle jette alors un coup d'œil par la fenêtre et devient immédiatement outrée car elle surprend son mari en train de faire subir à leur enfant de 2 ans s'entraîne comme les enfants se préparant pour son premier champ de bataille. Alors qu'elle commence à crier sur Reynolds avec un niveau de frustration qui indique clairement qu'elle envisage de le transformer en dîner de ce soir, Arthur observe de côté et commence à réfléchir à la structure de pouvoir de ce foyer. D'après tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, il se demande si c'est juste cette famille ou si ce monde entier est dirigé par des femmes. Alice emmène Arthur en ville où il ouvre grand les yeux, curieux, regardant autour de lui comme si c'était une chasse au trésor. Alors qu'il passe devant une armurerie, ses yeux se fixent sur la vitrine, pensant que les types et la qualité des armes révèlent beaucoup sur le niveau technologique de ce monde. Un peu plus loin, il aperçoit des cristaux brillants d'énergie, des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Sa curiosité monte encore d'un cran lorsque le commerçant lui fait une petite démonstration de magie du feu. Sur le chemin du retour, Arthur fait semblant d'être fatigué et s'endort comme un vrai nourrisson, trompant Alice en lui faisant croire qu'il dort. Bien que les choses semblent confortables en surface, la vie dans ce petit corps ressemble toujours à une cage, mais l'amour de ses parents commence lentement à fissurer cela. Pour quelqu'un qui a grandi dans un orphelinat sans rien qui ressemble à une famille, cette chaleur est toute nouvelle. En le portant, Alice parle doucement de combien cela la rend heureuse quand il sort de son lit juste pour lire ou à quel point il est curieux au marché. Elle se demande s'il tire cette étincelle de Reynolds et espère en silence qu'il ne finira pas comme son père et s'enfuira de chez lui dans une tentative d'explorer le monde. Ce qu'elle veut vraiment, c'est qu'il vive une vie simple, quelque chose de calme et sans danger. Plus tard, alors que le petit Arthur jette un coup d'œil par la fenêtre, il aperçoit Reynolds s'entraîner et commence à se sentir chanceux d'avoir quelqu'un à la maison pour apprendre. Le grand homme met toute sa force dans son manucure et juste au moment où il semble sur le point de détruire toute une forêt, il soulève tranquillement quelques pierres avant de les laisser tomber, écrasant tous les espoirs que l'enfant avait en pensant si cela pourrait. Ce serait plus facile de ramasser les rochers à la main. Sa mère arrive et remarque instantanément la déception sur son visage, en lui assurant que son père peut faire bien plus que ça. À ce moment-là, Reynolds décide de devenir sérieux et commence soudainement à faire des mouvements impressionnants qui font trembler le sol avec son coup de pied. Arthur regarde avec admiration et réalise que son père est en fait un mentor un peu étrange. Après ce petit spectacle, Alice prend Arthur dans ses bras et lui dit que c'est l'heure de la sieste maintenant. Mais le gamin tend la main vers un livre, clairement impatient de lire. Alice essaie de garder son calme et lui dit de dormir comme il est censé le faire, mais le visage qu'il fait est tellement ridiculement mignon qu'elle est complètement fait une pause et lui donne l'autorisation de lire juste un peu. Elle sort en le laissant seul avec le livre et dès qu'elle est partie, Arthur commence à rassembler du mana pour commencer à former son noyau. Il se souvient de tout le savoir qu'il a absorbé en seulement 2 ans, mais la chose la plus importante qu'il a apprise, c'est le processus de création d'un noyau de mana. Il continue son entraînement et a l'impression de l'avoir presque formé quand une explosion massive retentit soudainement dans la maison, et Reynolds se précipite pour protéger Alice avec son corps en sautant loin de l'explosion. Les 2 parents paniquent immédiatement et se précipitent à l'intérieur pour vérifier leur enfant, et ce qu'ils découvrent leur laisse les yeux grands ouverts. Bien qu'il n'ait même pas 3 ans, Arthur flotte dans les airs en pleine méditation comme un petit gourou spirituel brillant et il a en fait réussi à éveiller son noyau de mana. Alors que le petit atterrit avec un sourire fier sur le visage et un sens clair de la victoire, les morceaux de toit qu'il vient de faire exploser commencent à pleuvoir sur lui et même si il essaie de les éviter, il finit par fermer les yeux avec une volonté désespérée de vivre. Alice le saisit juste à temps tandis que Reynolds utilise sa force pour bloquer les débris et les protéger tous les deux. C'est à ce moment-là que Gray commence enfin à comprendre ce que cela signifie vraiment d'être parent. Une fois qu'il voit qu'il est en sécurité, tous les deux éclatent en larmes et Arthur se retrouve confus, se demandant pourquoi il pleure au lieu de se réjouir. Ayant grandi dans un monde froid, sans chaleur ni amour, ses émotions ne lui font tout simplement pas sens, mais il finit quand même par pleurer. Aussi, et cette fois, cela vient du fond du cœur. Pendant ce temps, loin d'ici, un monstre hideux attend dans l'ombre. Entouré d'une aura rouge brillante, il semble attendre patiemment l'arrivée de notre garçon. Comme s'il lui devait un bonbon ou quelque chose comme ça. En jetant un œil à ses journées en tant que roi Gray, nous voyons l'un des serviteurs royaux se faire
traîner devant lui après avoir commis le crime impardonnable, d'avoir tenté de l'assassiner. Debout devant Gray, le conseil annonce sa décision de lui épargner la vie en disant qu'au lieu de l'exécuter, lui et sa famille seront renvoyés dans leur pays d'origine. Le serviteur, entendant son enfant pleurer au loin, craque et implore la miséricorde, suppliant le roi d'au moins épargner sa famille. Il essaie d'expliquer que retourner chez eux serait un destin bien pire que la mort. Il tombe à genoux et fait une dernière tentative désespérée, mais le roi insensible abat sa famille sans la moindre hésitation, tandis que le conseil dérangé qualifie cela d'un acte de véritable miséricorde. La chance brisée, l'homme brisé n'argumente pas et ne résiste pas. Au lieu de cela, il baisse simplement la tête et remercie le roi. Maintenant, dans sa nouvelle vie, 2 années ont passé et Reynolds décide enfin qu'il est temps de commencer à entraîner son fils. Il arrive avec une paire de gantelets sur mesure, comme les siens, mais Arthur le surprend en choisissant une épée à la place. Dans sa tête, Gray pense qu'avec un corps aussi petit, s'il se lançait avec des gantelets, il serait mort avant même d'atteindre l'ennemi. Reynolds prend un bâton et dit à Arthur de venir vers lui, et le petit ne se retient pas, montrant quelques mouvements habiles. Quand Reynolds essaie de faire le malin en canalisant du mana dans le bâton, Arthur lui donne aussi un coup, et d'une manière ou d'une autre, sa épée commence à briller. Dès le tout premier essai, laissant son père véritablement stupéfait. Sans perdre une seconde, Arthur se précipite et brise le bâton de son père d'un coup net, le saluant en lui demandant à quel point il s'est amélioré. Après avoir vu ce qu'Arthur peut faire, Reynolds l'emmène directement chez Alice et insiste sur le fait qu'ils doivent engager un vrai professeur. Alice refuse immédiatement, lui rappelant qu'il avait promis d'enseigner à leur fils lui-même. Mais Reynolds soutient que le talent d'Arthur dépasse de loin ce qu'il peut gérer. Quand elle continue de résister, il sort le bâton cassé et explique comment Arthur l'a brisé net, même s'il était renforcé avec de la mana. Cela la laisse sans voix un moment et juste au moment où elle semble convaincue, elle serre son enfant contre elle, refusant de le laisser partir. Les deux vont et viennent pendant un moment jusqu'à ce qu'Arthur intervienne et propose une troisième option, à savoir qu'ils pourraient tous y aller ensemble. Les parents s'illuminent, trouvant leur enfant génial, et commencent immédiatement à faire leurs valises. Ils sont ravis de savoir qu'ils ont frappé le jackpot avec un petit prodige aussi intelligent. Le lendemain, juste au moment où ils s'apprêtent à partir, Arthur est présenté à leur compagnon de voyage, qui est une vieille équipe connue sous le nom des Twin Horns avec laquelle ses parents traînaient à l'époque de leurs aventures. Un gars aux cheveux roux s'accroupit avec un grand sourire et se présente comme Adam Crench. Ensuite, une dame joyeuse s'avance et partage son nom, Angela Rose. Suivent le reste du groupe, y compris Durdon Walker, Jasmine Flamesworth, et une elfe nommée Hélène Shard. Le voyage commence alors et la maman d'Arthur lui dit que ça va être amusant. Arthur hoche la tête, bien qu'il ne puisse s'empêcher de trouver sa façon de voyager un peu primitive, comparée aux avions dans lesquels il a autrefois volé dans sa vie précédente. Alors qu'il se dirige vers la ville de Cyrus, le groupe s'arrête pour une pause. Arthur apprécie le trajet dans l'ensemble, mais est toujours dérangé par le fait qu'ils ont affronté des monstres et des menaces en chemin. En se reposant, ils aperçoivent des loups sauvages qui s'approchent, et toute l'équipe se prépare à les neutraliser. Regarder le combat aide Arthur à comprendre qu'Adam, Hélène et Jasmine sont des mentors étranges, comme son père, tandis qu'Angela et Durdon sont des conjurateurs. Plus tard dans la nuit, en dînant, Reynolds dit à Arthur de se remplir le ventre, autant qu'il le peut, car on ne peut pas se permettre d'être difficile en voyage. Arthur remarque quelque chose d'étrange chez sa mère et, quand il demande, elle dit simplement qu'elle est déjà rassasiée. Elle aperçoit alors le bras blessé de Reynolds et propose de le soigner. Alors qu'elle commence, le reste de l'équipe sort pour explorer la zone et garder un œil. Ils lui font le signal fantôme une fois que c'est dégagé. C'est parce que la magie rare d'Alice n'est pas quelque chose qu'ils peuvent se permettre de laisser voir par n'importe qui. Arthur a vite appris que sa mère appartient à une classe de mages extrêmement rare connue sous le nom d'émetteurs. En raison de leur faible nombre, les émetteurs sont souvent ciblés, ce qui explique aussi pourquoi Alice et Reynolds vivent loin des villes et des agglomérations depuis si longtemps. Après qu'Alice ait fini de soigner Reynolds, Adam demande s'il peut s'entraîner avec leur fils un moment. Le petit Arthur se prépare pendant que tout le monde se rassemble pour regarder. Voyant leur excitation, Arthur se demande s'ils ont tous oublié qu'il n'a que 4 ans. Notre garçon décide de tester ses progrès et devient sérieux. Il canalise la puissance de l'homme dans son épée et dans ses jambes, laissant Adam confus de voir comment un enfant aussi petit peut réussir cela. Avant qu'Adam ne puisse réagir, Arthur se précipite derrière lui et engage un échange rapide. Leur petite bataille se termine avec Adam qui se lance à fond et fait tomber Arthur. Mais avant que le garçon ne touche le sol, un sort de magie du vent le rattrape en plein vol et le pose doucement. Hélène gronde contre Adam de ne pas avoir retenu ses coups contre un enfant, mais Adam insiste sur le fait que ce petit monstre n'est pas un enfant ordinaire et se demande quel genre d'entraînement infernal il a dû subir. Il a traversé. Jasmine, quelqu'un qui d'habitude se tient à l'écart, s'approche et demande à Arthur de lui apprendre la technique qu'il a utilisée sur ses jambes. Après cela, le voyage continue et le petit Arthur trouve cela étonnamment fluide. Ils font plusieurs arrêts en chemin et à chaque étape, Arthur a l'occasion de
s'entraîner un peu et d'apprendre quelque chose de nouveau de chacun des membres de l'équipe. En plus d'apprendre, il partage aussi sa propre méthode d'amélioration des jambes avec Jasmine et il remarque qu'elle le rattrape en fait plutôt rapidement. Au fil des jours, Jasmine commence à s'ouvrir à Arthur et finit même par lui offrir une petite lame avec un fil secret. Lors d'un des arrêts, Arthur surprend sa mère qui se sent un peu nauséeuse et se demande si elle est blessée, bien qu'elle lui assure qu'elle va très bien. Le voyage reste paisible jusqu'à ce qu'un groupe de bandits les attaque soudainement. Tout le monde se met rapidement en position pour se défendre, mais le nombre des ennemis dépasse clairement leur petit groupe de manière énorme. Le chef des bandits crie de épargner les femmes et les enfants, puisqu'ils ne rapporteront pas un bon prix s'ils sont blessés. Juste après cela, les bandits commencent leur attaque sur l'ordre de leur vilain chef. Alors que le combat commence, le groupe des Twin Horns, avec le père d'Arthur, commence à repousser l'ennemi, mais même s'ils sont forts, ils commencent à s'épuiser car ils sont tout simplement trop en infériorité numérique. Juste à ce moment-là, Reynolds se fait frapper et s'écrase directement dans la voiture où sa famille se cache. Alice sort en courant pour le soigner, mais Reynolds l'arrête en la prévenant que les choses pourraient empirer si l'ennemi découvre ce qu'elle peut faire. Il se tourne même vers son fils et lui dit de prendre sa mère et de s'éloigner le plus possible d'ici. Mais le petit ne l'entend pas de cette façon et argue qu'il n'est pas inutile non plus et qu'il veut se battre à ses côtés. C'est à ce moment-là que Reynolds révèle la vérité en disant à Arthur que sa mère attend un bébé dans son ventre et qu'il doit la protéger quoi qu'il arrive. Cela explique enfin toutes les fois où Arthur avait vu sa mère avoir l'air malade en chemin. Reynolds l'appelle grand frère et lui confie la tâche de garder sa mère. Suivant les conseils de son père, Arthur active son mana et commence à courir avec Alice. Pendant ce temps, son père reste en arrière pour servir de leurre, lançant tout ce qu'il assure le boss ennemi afin que sa famille puisse s'en sortir vivante. Alors qu'Arthur continue de courir avec sa mère, deux bandits bloquent soudainement leur chemin, mais, avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Jasmine et Adam arrivent et les neutralisent sans hésitation, disant à Arthur de laisser les bandits à eux. Lui et Hélène se joignent à lui en tirant une flèche qui abat un autre qui essayait de l'arrêter. Arthur avance, avec en mémoire les innombrables vies qu'il a autrefois prises, alors que des souvenirs défilent dans son esprit, et maintenant il se trouve de l'autre côté de cette chaîne de prédateurs et de proies, courant en tant que chasseur mais aussi en tant que chassé, essayant de protéger l'âme qui lui appartient. Juste à ce moment, le mage conjurateur aperçoit qu'il s'enfuit avec sa mère et lance un sort de vent droit sur eux. Arthur réagit instinctivement et repousse sa mère pour la protéger, mais l'explosion le frappe de plein fouet et le projette du haut de la falaise. En tombant, il refuse de laisser le bandit enchanteur s'en sortir et utilise le poignard à la couture secrète que Jasmine lui a offert, pour s'accrocher au gars et le faire tomber avec lui. Angela et Durden donnent tout ce qu'ils ont pour essayer de sauver Arthur en utilisant leur sortilège, mais malheureusement leur magie n'arrive pas à temps. Sa mère crie son nom alors qu'il tombe, mais le garçon est déjà en chute. Alors qu'il descend, Arthur ressent quelque chose de étrange s'éveiller en lui. Complètement impuissant à cet instant, mais étrangement en paix, car il comprend enfin ce que cela signifie vraiment de protéger quelqu'un de tout son cœur. À ce moment-là, il réalise ce que le esclave royal qui a été puni pour une tentative de meurtre a dû ressentir à l'époque lorsque sa propre famille a été anéantie juste devant lui. Il comprend enfin pourquoi ses parents ont versé des larmes pour lui et pourquoi il n'aurait jamais regretté de choisir sa vie plutôt que la leur. Des larmes coulent des yeux d'Arthur alors qu'il se souvient qu'il était censé être un grand frère mais maintenant ce rêve pourrait ne jamais se réaliser alors que il chute, prêt à rendre l'âme pour de bon. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Arthur se réveille et se retrouve encore entier, allongé dans une forêt remplie d'un brouillard épais et vicié. Il ouvre les yeux, étourdi et confus, essayant de comprendre où il se trouve. C'est alors qu'un bruit de pas tonitruant résonne autour de lui, le faisant se précipiter en panique pour vérifier ce qui se passe. Juste devant lui se tient un énorme monstre terrifiant qui lui donne presque la peur de sa vie, pour finalement le saluer nonchalamment avec un joyeux « Bonjour ». À ce moment-là, l'histoire revient soudainement en arrière, à un instant où une petite fille parle à une dame en lui montrant quelque chose de joli, insistant sur le fait qu'elle pourrait ne pas pouvoir le retrouver si elle le perd maintenant. L'une de leurs voix semble étrangement familière, presque identique à celle que Gray avait entendue. Pendant que l'instant où il était figé dans la glace le plongeait dans un monde complètement différent de magie. Revenant au présent, Arthur se retrouve face au monstre hideux qui se tient juste devant lui. Il se sent effrayé par sa forme et se demande comment il a bien pu finir dans cet endroit, mais, ce qui le dérange le plus, c'est la pensée que ce monstre essaie peut être de l'attirer dans quelque chose. Cherchant à comprendre les intentions de la créature tout en voulant aussi se protéger, Arthur se jette pour l'attaquer, mais il est repoussé d'un simple coup de ses doigts et se retrouve projeté violemment contre le sol. À sa grande surprise, la créature connaît son nom et lui dit qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, lui faisant instantanément réaliser qu'il n'a aucune chance contre elle. Le monstre terriblement surpuissant révèle avec désinvolture qu'elle est en fait son allié, ce qui laisse le pauvre gars plus confus que jamais.
Elle s'approche alors d'un arbre avec des fruits dorés brillants suspendus à ses branches. En prend quelques-uns et les lui apporte. Elle lui dit de les grignoter même s'il n'a pas faim, car il va avoir besoin de la force pour guérir et se déplacer correctement. À ce moment-là, Arthur essaie de bouger son corps et entend un horrible bruit de craquement, suivi d'une douleur aiguë qui le fait crier. La bête lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir survécu à une telle chute en un seul morceau, ce qui au moins le fait arrêter de pleurer un instant. Elle l'encourage alors à nouveau à manger le fruit et pour rendre cela plus convaincant, en avertissant qu'elle ne répondra à aucune question s'il ne le fait pas. Arthur cède et commence à manger, mâchant rapidement, une grande portion grâce à son hume dure enragée. Lorsqu'il a fini de manger, des souvenirs de sa mère et de son père lui reviennent en mémoire et il demande à la créature si elle sait s'ils vont bien. Elle répond que bien qu'elle soit d'une certaine manière liée à cet endroit et ne puisse pas le quitter, ses capacités lui permettent de voir un peu au-delà de ses frontières. En utilisant ses pouvoirs, elle montre à Arthur les bandits tombés et l'informe que sa famille est en sécurité et a réussi à s'échapper. Entendre qu'ils vont bien submerge Arthur d'émotions et des larmes coulent alors qu'il sourit et remercie encore et encore le monstre. À ce moment-là, la créature révèle enfin son nom, Sylvia, et il devient clair qu'elle semble elle-même gravement blessée. Les jours passent et Arthur continue de manger et de retrouver lentement sa force sous le regard vigilant d'une bête qui semble pouvoir dévorer tout ce qui est à sa portée. Bien qu'il soit presque guéri et désireux de rentrer chez lui, Sylvia explique qu'il ne peut pas partir tout de suite. Apparemment, il se trouve à la lisière de la forêt d'Elchar, qui se trouve être un endroit dangereux grouillant de bêtes sauvages et de voyous qui n'hésiteraient pas à voler les voyageurs ou à vendre des enfants comme lui en esclavage. Pourtant, Sylvia lui assure qu'elle travaille sur un plan pour le sortir sain et sauf. Elle comprend combien il désire retrouver sa famille, mais créer un portail dimensionnel prend du temps et de la préparation. Pendant qu'elle s'en occupe, Arthur ramasse une branche et commence à pratiquer son escrime pour s'occuper. En le regardant bouger, Sylvia encourage son entraînement, disant que c'est bon pour son corps en développement et que cela l'aiderait à rester en bonne santé pendant sa convalescence. Malgré tout, elle n'a pas mentionné pas un mot sur elle ou sur l'aggravation de son état. Malgré son apparence terrifiante, Sylvia se révèle être une âme chaleureuse et douce au fond d'elle. Arthur poursuit son entraînement et l'avoir rassemblé son mana surprend Sylvia par la rapidité avec laquelle il a progressé, surtout quand elle réalise qu'il a déjà formé un noyau de mana à son âge. Impressionnée, elle lui montre une technique encore plus avancée et lui demande s'il sait comment l'utiliser. Arthur regarde avec admiration et répond qu'elle collecte du mana en le lançant en même temps, comparant cela à faire le plein d'un avion en vol. Il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pourrait même y parvenir. Sylvia explique que les gens ont tendance à avoir une idée rigide sur le mana, où ils voient la collecte et l'utilisation comme deux choses distinctes, tandis que les bêtes de mana, comme elles sont déjà habituées à gérer les deux en même temps sans problème. Elle compare cela à quelque chose d'aussi naturel que respirer et demande ensuite s'il veut l'apprendre aussi. Quand elle remarque à quel point le gamin a l'air excité, elle lui demande comment il utiliserait cela s'il parvenait réellement à apprendre la technique. Dès qu'il répond qu'il détruirait tous ceux qui osent prendre ses êtres chers, elle lui dit instantanément qu'il a échoué. Arthur s'énerve et soutient qu'il est logique d'éliminer quiconque qui menace sa famille, se souvenant que cet état d'esprit était exactement ce qui l'a aidé à s'élever, comme le roi le plus puissant que son monde ait jamais connu. Sylvia l'aide calmement à réaliser que ses pensées tournent toujours autour de l'élimination de ses ennemis, puis elle lève lentement un ongle aiguisé vers lui. Soulignant que bien qu'elle puisse le déchirer avec cette même main, elle pourrait aussi l'utiliser pour le toucher doucement et lui demande laquelle il préférerait recevoir. Comme prévu, le garçon nerveux choisit l'option douce. Après avoir essayé de guider ses pensées dans une meilleure direction, elle lui donne une légère tape sur la tête et dit qu'elle n'a pas sauvé sa vie juste pour qu'il pourrait le vivre en blessant les autres sans but. Pendant une brève seconde, Arthur se demande si Sylvia a dit tout ça parce qu'elle savait d'une manière ou d'une autre la vie qu'il avait avant, mais il repousse rapidement cette idée, pensant qu'il n'y a aucune façon que cela puisse être vrai. La femme monstre demande encore une fois au garçon ce qu'il ferait s'il devenait plus fort, et cette fois il prend un moment pour se remémorer les souvenirs chaleureux qu'il a partagés avec ses amis et sa famille avant de répondre avec une expression sérieuse qu'il veut protéger les personnes qu'il aime et auxquelles il tient vraiment. En entendant cela, la créature finit par lui dire qu'il a réussi. En même temps, quelque part ailleurs, une autre créature qui ressemble étonnamment, semblable à Sylvia, on la voit activement le traquer. Et sans perdre une seconde, il s'élance dans le ciel. L'histoire revient encore une fois à la vie antérieure d'Arthur en tant que Grey, où il sort de sa chambre et se dirige vers le bureau du Premier ministre, accueilli avec une humble salutation. Grey regarde silencieusement le mur, réfléchissant au fait qu'il n'est rien de plus qu'un roi et titre, alors que le vrai pouvoir appartient au Parlement. Lorsque ses yeux se posent sur son propre portrait accroché là, il pense amèrement à lui-même comme n'étant rien de plus qu'une arme et un outil fabriqué uniquement pour la guerre. Même le Premier ministre, un homme nommé Marlon, le loue fièrement pour avoir mené d'innombrables victoires et apporté richesse et honneur à leur nation.
Marlon se lève alors et s'approche, demandant au roi pourquoi il est venu, mais sans jamais obtenir de réponse. Gray se contente de se retourner et de s'éloigner. De retour dans le présent, Arthur poursuit son entraînement avec Sylvia, qui lui montre maintenant comment accumuler du mana tout en l'utilisant en même temps. Elle lui fait comprendre que s'il parvient à maîtriser cette technique, ses capacités magiques augmenteront considérablement. Prenant ses conseils à cœur, Arthur décide d'y aller doucement, comprenant que se précipiter ne ferait que mener à l'échec. Ses pensées le ramènent à sa vie passée où il a autrefois combattu un géant portant un casque en forme de cochon, et il se souvient comment il avait contre l'écaille. En utilisant cette même oreille concentrée, il réussit enfin, souriant de satisfaction alors que le mana s'écoule parfaitement. Il est submergé de joie en se précipitant pour étreindre Sylvia. Mais le monstre le cache rapidement derrière des rochers à proximité et lui demande de rester silencieux. Arthur regarde alors qu'une autre créature, ressemblant exactement à Sylvia, apparaît. Sylvia lui dit calmement qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse la trouver, et la créature répond que son odeur de sang l'a trahi. Il l'encourage à venir avec lui, mais lorsqu'elle refuse, il commence la menaçant, lui disant que si elle résiste, il sera obligé de la prendre de force. Il lance alors une attaque sombre qui fait tomber Sylvia à genoux. Arthur panique mais entend la voix de Sylvia dans sa tête, par télépathie, qui le rassure de ne pas s'inquiéter. Alors que le grand méchant monstre continue de la narguer, Sylvia puise dans sa force cachée et se libère, en abandonnant son déguisement pour révéler un dragon majestueux, semblable à un Pégase, en dessous. Le grand méchant monstre semble maintenant vraiment alarmé, et alors qu'elle lui fonce dessus, il l'avertit que l'utiliser une telle puissance raccourcirait sa vie. Sylvia répond calmement qu'elle regretterait beaucoup cette vie, mais qu'elle ne craindrait pas de mourir, car elle a déjà vécu une vie heureuse. Juste au moment où elle semble avoir l'avantage, le monstre sombre tire une barrage dévastateur d'énergie noire et Sylvia commence à s'inquiéter pour la sécurité d'Arthur. Alors que l'ennemi prépare un autre coup, elle déchaîne sa magie la plus puissante et libère son temps. En appelant Arthur, elle lui dit de s'avancer, révélant sa véritable forme dans toute sa splendeur, et avec le flair d'une fille humaine qui vit pour les compliments et les éloges, exige fièrement que quelqu'un reconnaisse à quel point elle est éblouissante et remarquable. Sans perdre une seconde, elle ouvre une déchirure interdimensionnelle et explique que cela se connecte à un endroit lointain et demande s'il va bien s'en sortir tout seul. Elle lui rappelle encore une fois d'utiliser ses pouvoirs judicieusement, et lorsqu'Arthur lui donne la réponse qu'il espérait, elle lui présente un objet brillant, de forme ovale, et lui dit de l'enrouler dans sa plume et de le protéger soigneusement. Elle lui accorde aussi un pouvoir mystérieux qui marque ses bras de motifs lumineux semblables aux siens. Lorsque le moment de dire au revoir arrive enfin, Sylvia avoue qu'elle aurait pu le renvoyer chez lui dès le début, mais qu'elle a choisi de ne pas le faire, simplement parce qu'elle s'était tellement amusée à passer du temps avec lui. Arthur serre les poings et commence à pleurer, réalisant que sa force est encore trop faible pour protéger celle qui comptait tant pour lui. Avant de partir, Arthur réalise à quel point son séjour ici l'a changé. Il dit qu'il se fiche que Sylvia soit un monstre ou un dragon, car pour lui maintenant, elle ressemble à de la famille. Lorsque Sylvia lui rappelle doucement qu'il a déjà une mère, notre gars l'appelle instantanément sa grand-mère, ce qui la remplit de joie, et elle lui demande de le redire. Avec un sourire, elle le pousse dans la faille interdimensionnelle. Alors qu'il flotte à travers, Arthur regarde en arrière et demande si elle peut venir avec lui. Mais avant qu'il ait une réponse, le portail l'attire de l'autre côté. Après sa disparition, Sylvia a l'air visiblement le cœur brisé et se tourne vers le grand méchant monstre, reprenant le flux du temps alors que la bataille continue. L'attaque dévastatrice stoppée par le flux du temps la frappe, et elle s'écrase au sol. Faisant semblant d'être vaincue, elle trompe l'ennemi en lui faisant croire qu'elle est morte. Au moment où il s'approche, les yeux de Sylvia s'ouvrent brusquement alors qu'elle l'attaque en embuscade avec une contre-attaque brutale qui ne lui laisse aucune chance de se défendre. L'explosion qui en résulte secoue toute la forêt avec une détonation massive. Juste après, l'histoire revient à ce même royaume étrange d'où vient la figure, qui semble avoir la même voix que Sylvia, parlant avec une ceinture, la remerciant et lui confiant le reste de la mission. Pendant ce temps, alors qu'Arthur dérive à travers l'espace interdimensionnel, il entend soudain la voix de Sylvia résonner autour de lui. Elle lui demande doucement s'il se souvient de ce qu'elle lui a dit, et Arthur hoche la tête, admettant qu'il se sent incroyablement triste. Sylvia l'encourage à porter ses sentiments avec un sourire et à prendre toute étape par étape. Arthur a du mal à accepter que c'est réel, mais il est secoué lorsqu'il réalise que Sylvia savait depuis le début son passé en tant que roi le plus fort de son monde. Avant que sa voix ne s'estompe, elle lui dit de ne jamais laisser son cœur être consumé par la colère ou la haine et souhaite que sa nouvelle vie soit remplie des bénédictions de la lumière. Arthur se réveille alors pour se retrouver allongé au milieu d'une forêt tranquille. Des larmes coulent sur ses joues alors que le poids de l'absence de Sylvia s'installe. Il se redresse lentement, essuyant son visage et atteignant l'objet lumineux qu'elle lui a donné. Il le place soigneusement dans son sac comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qu'il possède. Juste à ce moment-là, il entend quelque chose dans les buissons derrière lui, et se retourne rapidement pour voir ce que c'était. La voix qu'Arthur entend ressemble à un cri de fillette. Lui fait instantanément penser que quelqu'un est en danger.
Il ne perd pas une seconde et renforce ses jambes avec une amélioration physique et se précipite vers le son. Arthur saute sur un arbre et vérifie l'objet lumineux que Sylvia lui a donné, s'assurant qu'il est en sécurité avant de le remettre discrètement dans son sac. Puis il devient littéralement Mowgli du livre de la jungle, sautant de branche en branche, volant à travers la cime des arbres jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la source du tumulte. Là, il aperçoit un groupe de trafiquants d'esclaves qui ont capturé une jeune elfe aux cheveux grillés, sont en train de se disputer pour savoir combien ils pourraient en tirer sur le marché. Au moment où il entend parler de la vendre, il se souvient des bandits qui ont essayé de faire la même chose à lui et aux femmes lors de cette embuscade sur leur route. Les voyous jettent impitoyablement la petite fille dans une calèche. Et tandis que la vue lui fait presque perdre le contrôle, il parvient à maîtriser ses nerfs en se remémorant les enseignements de Sylvia. Il continue de suivre les trafiquants d'esclaves alors qu'ils avancent, et une fois que le soleil commence à se coucher, le groupe s'arrête enfin pour établir un camp. Arthur reste caché et attend, espérant qu'il pourrait le mener dans une ville humaine et lui donner une meilleure chance d'intervenir. Cependant, lorsqu'il surprend leur conversation sur les choses viles et tordues qu'il prévoit de faire à la pauvre fille avant de la vendre, il réalise qu'il ne peut plus se permettre d'attendre, bien qu'il choisisse toujours de s'asseoir dans une posture de yoga calme, attendant silencieusement que l'obscurité s'installe. Alors que Mag tombe, ses yeux se tournent vers les loups cornus attachés près du camp. Et il commence à se demander pourquoi ces bêtes suivent les esclavagistes sans même un soupçon de résistance. C'est alors qu'il aperçoit la magie, qui explique instantanément tout. Cette vision lui donne une idée, et sans perdre de temps, il lance quelques pierres vers les loups, déclenchant une agitation. Les voyous deviennent rapidement anxieux, craignant que le bruit n'attire des créatures indésirables de la forêt, alors ils envoient l'un des leurs pour faire taire les loups. Le plan d'Arthur fonctionne, et il charge son poing d'un mana rouge vif avant de le frapper directement dans le visage du gars, le mettant hors de combat. Il sort sa dague, se cachant juste avant que le prochain faux dur ne vienne vérifier son partenaire manquant. Le dur plaisante tranquillement sur le fait que le gars prenne peut être un pissou quelque part. Mais au moment où il le voit allongé sur le sol, inconscient, il est déjà trop tard. Arthur le prend par surprise, tranchant le dur avant même qu'il puisse réagir. Puis vient le troisième, errant et perdu, et Arthur se lance en avant avec une course rapide, tranchant sa jambe et le laissant blessé. Le dur blessé crie à son patron, l'avertissant d'être prudent car le garçon qui les attaque semble être un jeune mage. Cela éveille immédiatement l'intérêt du chef, et il commence à voir Arthur non comme une menace, mais comme une poule aux œufs d'or qui vient d'entrer dans son camp. Le chef jette son arme et rassemble de la mana avant de se jeter en avant, espérant ne pas faire mourir le gamin. Mais à sa surprise, Arthur esquive l'attaque avec aisance, et alors que le gars essaie de continuer, Arthur contre-attaque en se précipitant derrière lui et en utilisant son poignard avec un fil attaché, essayant de restreindre les mouvements du voyou. Malheureusement, le chef parvient à saisir l'arme, tirant Arthur vers lui avant de projeter le garçon sur le côté avec un coup de pied brutal et de le maintenir au sol avec ses jambes. Arthur condense rapidement la magie du feu et brûle la jambe du voyou, se libérant. Cela rend le voyou furieux, et il abandonne enfin l'idée de capturer Arthur vivant et se prépare à en finir une bonne fois pour toutes. Mais avant qu'il puisse agir, Arthur enfonce sa lame directement dans la tête du voyou, mettant fin à ses jours instantanément. Il ne reste plus que le dernier voyou survivant, qui recule en trébuchant et commence immédiatement à supplier pour sa vie, réalisant qu'il n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Après avoir réglé son compte au voyou, Arthur sauve la fille mais remarque rapidement quelque chose d'étrange chez elle. Il lui dit doucement qu'elle est libre maintenant et peut rentrer chez elle. La petite elfe remarque les contusions sur son bras et demande s'il est blessé. Cette simple question fait hésiter Arthur, réalisant que c'est la première fois qu'il parle à quelqu'un de son âge. Il lui demande d'attendre un instant, puis se rend pour cacher le corps du voyou afin qu'elle ne soit pas effrayée, lui disant qu'il y a des choses que les enfants ne devraient pas voir. La fille fronce les sourcils et lui fait remarquer qu'il est aussi un enfant, mais Arthur ne répond pas vraiment. Quand elle demande ce qui est arrivé aux voyous qui l'ont kidnappé, il trouve rapidement une excuse. Qu'ils ont été pris dans un genre d'accident. Juste au moment où il s'apprête à partir, la fille hésite et avoue qu'elle a peur, en demandant s'il va vraiment la laisser seule. Arthur demande si la forêt elfique n'est pas sûre pour elle, et elle explique que ses parents. Elle a été avertie d'un fantôme d'arbre qui la mangerait si elle s'éloignait trop seule. Il demande d'où elle vient, et elle pointe dans la direction opposée à son chemin. Elle explique qu'elle poursuivait des insectes et s'est perdue. En repensant à ses propres jours en tant qu'orphelin, Arthur décide de ne pas l'abandonner. Son regard se tourne vers les loups toujours attachés près du camp. Un instant, il envisage de les achever, car il ne sait pas comment les contrôler. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la fille soutient qu'il devrait libérer les loups dans la forêt sinon ils pourraient mourir ici. Elle enlève alors les objets magiques des loups pendant qu'Arthur continue de s'inquiéter, qu'il pourrait se retourner contre lui à tout moment, mais malgré cela, il décide de marcher avec elle pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Il continue d'avancer jusqu'à ce que le soleil se lève enfin, et quand il s'arrête pour manger, la fille se présente enfin comme Tessia Eralis. Arthur lui offre sa viande séchée trempée dans
l'ocelle, ce qui finit par avoir un goût terrible pour elle. Pas qu'Arthur s'en soucie, car pour lui, la nourriture n'est qu'une question de survie et de nutrition. Tandis que la fille, étant une vraie gamine, réagit exactement comme le ferait une petite peste gâtée. Quand Tessia lui demande pourquoi il est venu dans la forêt d'Elchar, notre garçon dit simplement qu'il s'est séparé de sa famille, ce qui l'amène à suppose qu'elle n'est pas seule à être perdue. Arthur lui demande des nouvelles du royaume d'Éléonore et de ce que sa vie est comme. Tessia explique que ses parents sont toujours occupés, alors elle passe généralement son temps avec ses serviteurs et son grand-père. En continuant à marcher, Arthur constate qu'il n'y a pas de route praticable menant au royaume, et à ce moment-là, il remarque un groupe de lucioles brillantes autour de Tessia, qui commence à jouer avec elles et en même temps en frappe une sur Arthur comme si c'était une sorte de boucle d'oreille. Lorsqu'elle parle de vouloir s'entraîner auprès d'un maître après que son noyau se soit éveillé, Arthur devient curieux et demande quels sont leurs enseignements. Système, mais il s'avère que la fille n'a aucune idée. Alors qu'il continue, Arthur sent que quelqu'un les suit et réalise rapidement que c'est l'un des loups à cornes d'avant. Il regrette de ne pas les avoir éliminés quand il en avait l'occasion, mais avec la puissance tombée, les deux décident de monter camp. Arthur dit à Tessia de se reposer pendant qu'il fait la garde à l'extérieur, et pendant qu'il vérifie les objets que Sylvia lui a donnés, Tessia soudainement l'appelle, demandant s'il n'a pas besoin de dormir aussi. Elle sort de sa tente, disant que même si son grand-père lui a conseillé de ne pas dormir près des garçons, elle est prête à faire une exception unique et promet de ne pas balancer. Arthur résiste à l'idée, mais elle continue de trouver des excuses, finissant par l'entraîner à l'intérieur et lui demandant de rester vigilant pendant qu'il est là avec elle. Une fois à l'intérieur, il devient assez clair que la seule raison pour laquelle elle voulait qu'il soit près d'elle était parce qu'elle avait peur et voulait quelqu'un à côté d'elle au cas où elle aurait besoin d'aller aux toilettes. Sans crier gare, Tessia aborde un sujet étrange, demandant si tous les hommes sont des pervers avec des tonnes de femmes, ce qui, bien sûr, ressemble exactement à quelque chose que son grand-père aurait dit. Arthur n'est pas d'accord et dit qu'il est assez sûr que les hommes elfes sont tout aussi mauvais. Puis demande si elle sait même ce qu'est un pervers, mais avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, la fille finit par s'endormir complètement épuisée par leur voyage. Ils continuent ensuite leur voyage le lendemain, traversant toutes sortes de terrains alors que Arthur commence à devenir de plus en plus agité à chaque pas, inquiet pour sa famille et désespéré de les revoir. Soudain, il commence à ressentir une douleur aiguë et insupportable dans son noyau de mana et Tessia, le voyant lutter, s'enfuit immédiatement pour trouver des herbes qui pourraient aider. La douleur ne s'atténue pas beaucoup, et pour aggraver les choses, les intervalles entre les vagues d'angoisse deviennent de plus en plus courts. Juste au moment où Arthur se sent complètement épuisé, le même loup cornu que précédemment apparaît. Encore une fois, et étant donné tout ce qu'il a traversé, notre garçon suppose instantanément que c'est une menace. Mais à sa surprise, la créature s'approche simplement et dépose un animal comme une sorte de cadeau, essayant clairement de rendre l'appareil. Tessia observe la scène et l'appelle une récompense pour être un bon gamin, ce qui sonne honnêtement comme une autre de ces choses que son grand-père chic dirait. Plus tard dans la nuit, Arthur cuisine la viande et la trouve étonnamment savoureuse. Mais ensuite Tessia essaie d'être généreuse et lui tend des champignons, disant que c'est une cuisine spéciale pour les femmes de sa région. La chose ne lui convient pas du tout. Et finit par lui donner un terrible mal de ventre. Une fois qu'il se glisse dans la tente, Tessia commence à parler d'elle-même, disant qu'elle a l'habitude de lire un livre avant de se coucher et qu'elle veut voyager à travers le monde pour voir les endroits qu'elle a toujours aimé lire. Mais avant qu'elle ne puisse aller trop loin dans son petit rêve, cette fois c'est notre roi gris, qui s'évanouit instantanément, complètement épuisé par la douleur intense qu'il a dû endurer toute la journée, alors Tessia lui donne simplement une couverture et s'endort à ses côtés. Le lendemain matin, alors qu'il continue d'avancer, la douleur qu'Arthur ressent refuse de s'estomper même un peu, et bien que Tessia s'excuse après l'avoir vu lutter. Il lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'ils sont presque arrivés à son royaume de toute façon. Coincé dans le corps de Kid, Arthur ne peut s'empêcher de se sentir irrité par son impuissance. Tessia mentionne alors à quel point ils se sont rapprochés récemment et demande si elle peut l'appeler Artie et devenir officiellement amie, ce à quoi Arthur répond simplement que ça ne le dérange pas. Sa réponse brève la rend nerveuse, alors Arthur essaie d'alléger l'atmosphère en disant qu'en tant que humble garçon de la campagne, il est honoré d'être appelé Artie par la noble dame Tessia Eralis, ce qui lui vaut instantanément un roulement des yeux, car elle trouve clairement la blague de vieux homme agaçante. Ne s'arrêtant pas là, Arthur lui renvoie la taquinerie en pointant pour voir comment elle est une froussarde qui ne peut même pas aller aux toilettes seule. Sa hautesse Tessia devient confuse et insiste sur le fait qu'elle le considérait comme un ami. Juste à ce moment-là, elle dit soudain qu'elle voit quelque chose, mais Arthur regarde à peine, pensant qu'elle doit avoir encore repéré des feuilles ou des lucioles, jusqu'à ce qu'il remarque une entrée lumineuse à l'intérieur d'un arbre, brillant d'une aura verdâtre. Tessia s'illumine d'excitation, disant qu'ils sont enfin arrivés et tend la main vers lui, lui demandant de la suivre. Une fois qu'il passe par la porte de téléportation, il se retrouve immédiatement entouré de gardes qui attrapent Arthur et brandissent leurs épées vers lui. Il appelle Tessia confus, mais elle le regarde simplement fixement avec un regard furieux, donnant l'impression que les choses ont soudainement pris un très mauvais tournant pour
Notre pauvre gars, qui commence maintenant à se demander si la fille pourrait en fait être maléfique. Alors que la tension dans l'air monte et qu'on a l'impression que c'est la fin pour notre garçon. Arthur se blâme d'avoir baissé sa garde, juste à cause de l'acte innocent de Tessia. Il lui crie dessus, mais la fille reste là silencieusement, le fixant tandis que les soldats elfes envisagent sérieusement de mettre fin à ses jours sur le champ. Frustré et furieux de sa propre crédulité, Arthur commence à plonger dans des souvenirs de sa vie passée, regrettant à quel point il lui avait fait confiance facilement. Juste à ce moment-là, les soldats élèvent à nouveau la voix, appelant à le tuer, mais cette fois, Tessia crie pour qu'il s'arrête et se place rapidement devant Arthur, essayant de le protéger et leur suppliant de le laisser partir. Le commandant des chevaliers soutient qu'Arthur est encore un humain et pourrait représenter une menace pour leur vie, mais Tessia rétorque qu'il n'est pas dangereux du tout et qu'il l'a même sauvé de quelques voyous. Cela ne fait qu'irriter davantage le chef de la garde qui s'emporte, convaincu qu'Arthur doit avoir utilisé une sorte de technique de lavage de cerveau sur la jeune princesse. Mais avant que quelque chose de pire ne se produise, une lumière verte scintille devant tout le monde et un vieux grand-père sort d'un portail, leur disant calmement de laisser le gamin vivre. Tessia se précipite immédiatement aux côtés d'Arthur, vérifiant s'il va bien tout en lançant des mots durs aux gardes pour leur réaction excessive. Le vieil homme, qui s'avère être le grand-père de Tessia et apparemment celui qui lui a bourré la tête de toutes sortes de bêtises, intervient, disant que la réaction du soldat était compréhensible, surtout lorsqu'ils ont trouvé leur princesse disparue revenant soudainement avec un humain, quelqu'un qu'ils considèrent encore comme une créature sauvage et dangereuse. Le grand-père se présente à Arthur comme Virion, l'ancien roi d'Elinor, le grand-père de Tessia, et le remercie personnellement d'avoir sauvé leur princesse. Arthur reste là, incrédule, complètement stupéfait par le fait qu'il avait, sans le savoir, à voyager avec de véritables membres de la royauté elfe tout ce temps. Voyant la réaction choquée d'Arthur, Virion se tourne vers Tessia et lui demande si elle ne lui a vraiment rien dit. Juste à ce moment-là, les parents de Tessia, le roi et la reine actuelle, appellent son nom et la petite fille éclate en larmes, courant directement dans leurs bras. Son père aperçoit Arthur et suppose immédiatement qu'il représente une menace, ordonnant aux gardes de l'arrêter sur le champ. Mais Virion intervient calmement, expliquant que bien qu'Arthur soit un humain et oui, même un peu un barbare à leurs yeux, il est aussi celui qui a sauvé leur fille et l'a ramenée chez elle. Tessia acquiesce et se place entre Arthur et son père, les bras tendus, de manière protectrice alors qu'elle le supplie de ne pas faire de mal au garçon qui a sauvé sa vie. Elle demande même à son père d'inviter Arthur au château en tant qu'invité. Tessia se précipite vers Arthur avec un grand sourire et lui tend la main, l'invitant à se joindre à elle pour déguster une cuisine royale au château. Elle se retourne vers son père avec ses yeux suppliants auxquels aucun père ne pourrait jamais dire non et avec un soupir réticent, il cède. Une fois cela réglé, Virion se penche vers Arthur et lui dit de venir le voir plus tard. Arthur sent quelque chose d'étrange et de puissant chez le vieil homme et vu sa situation actuelle, il n'est pas en position de dire non. Alors, la petite princesse prend Arthur par la main et l'entraîne avec elle. En marchant, Arthur ne peut s'empêcher d'admirer la beauté de l'Éléonore avec ses paysages luxuriants et son architecture unique. Mais bien sûr, les gens autour de lui ne lui font pas vraiment un accueil chaleureux. Ils le regardent avec des yeux qui crient « Tu n'appartiens pas ici ». Cette froide réception rappelle à Arthur ce qu'il a lu sur les tensions de longue date et les guerres entre les humains et les elfes, et il est clair que ses blessures ne sont pas guéries. Pourtant, il n'aurait jamais imaginé qu'il finirait par voir une ville aussi étrange, avec une princesse encore plus étrange qui ne pourrait pas agir moins comme une royale même si elle essayait. Ce qui le dérange, c'est le regard sévère qu'elle lui a lancé à la porte, celui qui lui a fait douter qu'elle se soit retournée contre lui. Alors que cette pensée persiste, sa manucure se réveille avec une nouvelle douleur. Un rappel peu délicat que quelque chose ne va toujours pas en lui. Pour l'instant, il décide donc de rester sur ses gardes. De retour au château, les servantes se rassemblent pour accueillir la princesse et Tessia présente Arthur comme son sauveur, leur disant que c'est un bon humain et leur ordonnant de le traiter avec la meilleure hospitalité, pendant que la petite fille propose joyeusement des idées sur ce qu'il devrait faire ensuite. Arthur aperçoit ses parents debout à proximité et leur demande poliment s'il peut leur parler, sur tout ce qu'ils ont traversé jusqu'à présent. Le roi, encore un peu méfiant, accepte et conduit notre garçon à une table, prêt à entendre ce qu'il a à dire, bien que son visage montre clairement qu'il ne baisse pas encore sa garde. Arthur se tient comme s'il allait faire un discours important et demande poliment si c'est acceptable que Tessia soit présente pendant la conversation. Tessia hausse un sourcil, trouvant étrange qu'il se tienne là comme un serviteur, et lui dit rapidement de s'asseoir avec eux. Une fois enfin assis, il demande nonchalamment quelques snacks, traitant clairement cela comme si c'était une petite séance de conte chaleureuse. La famille royale rusée finit enfin par faire les présentations. Le père de Tessia se lève en premier, en se présentant comme Alduin et la reine comme Myriel. Arthur répond à ce geste par une révérence respectueuse, expliquant qu'il était né dans un petit village pauvre du royaume de Sépin. Il ajoute qu'il est sincèrement reconnaissant d'avoir la chance de s'asseoir à côté de la royauté, surtout quand il n'est qu'un simple roturier. Alduin commente que Arthur semble étonnamment bien éduqué, pour quelqu'un qui prétend venir d'un milieu pauvre.
Arthur se rend compte qu'il a peut-être été un peu trop formel, mais au fond, il sait que s'il avait agi comme un enfant typique, ces gens ne l'auraient probablement pas pris au sérieux du tout. Une fois qu'il a reçu le feu vert pour parler, Arthur commence à tout expliquer. Bien qu'il passe soigneusement sous silence la partie sur sa séparation d'avec sa famille. Mais en parlant, il remarque quelque chose d'étrange. L'expression d'Aldwin commence à changer au moment où il évoque Tessia. Lorsqu'Arthur mentionne enfin que ce sont des trafiquants d'esclaves qui sont derrière son enlèvement, le calme du roi se fissure et il éclate de colère, rejetant la faute sur l'humanité entière. Arthur intervient rapidement, défendant l'humanité en arguant que être un marchand d'esclaves n'est pas lié à une race particulière. C'est un choix, pas un trait. Virian exprime alors son avis, se demandant comment un petit garçon comme Arthur a pu sauver sa petite fille des marchands d'esclaves. Il demande si Arthur les a suppliés ou s'il l'a acheté, à quoi Arthur répond que même s'il est un enfant, il est aussi un mage. Virian demande à nouveau pour confirmer, et Tessia, se levant, avec excitation, déclare qu'elle le savait. Cependant, les elfes restent sceptiques. Un des gardes tire son épée, considérant cette révélation comme une blague. Il accuse Arthur d'avoir trompé leur princesse afin de s'introduire dans leur pays et même dans le palais royal. Virian fait taire le garde, lui avertissant pour la deuxième fois de ranger sa lame. Tessia défend également Arthur, expliquant qu'elle a effectivement été enlevée par des trafiquants d'esclaves et a même entendu parler de leur intention de la vendre. Comme toute mère le ferait, la reine prend rapidement sa fille dans ses bras, soulagée qu'elle soit saine et sauve. Étonnamment, c'est le roi qui prend la parole en premier, disant qu'il croit l'histoire d'Arthur. Juste à ce moment-là, Arthur lui pose une question. Il soutient qu'il a été abandonné par les bandits, séparé de ses parents. Et maintenant ne veut que retourner à Sappan pour les retrouver. Comme prévu, le roi se met à nouveau en colère, ce qui semble maintenant faire partie de sa routine, puis demande si Arthur veut rentrer chez lui en récompense d'avoir sauvé son enfant. Il soutient en outre qu'il méprise tous les humains et même si Arthur le sait. Il demande quand même une faveur. Arthur, se sentant audacieux, réplique en accusant les elfes de se comporter comme les mêmes barbares qu'ils prétendent que les humains sont. Une telle réplique aurait facilement pu lui coûter la vie, mais Virian intervient, disant à son fils qu'Arthur l'a mis en échec et mat. Iwatesia lance un regard meurtrier à son père, lui faisant comprendre que le roi n'a d'autre choix que d'aider Arthur. Le roi s'éclaircit la gorge et explique que le portail vers Sappan ne peut être ouvert qu'une fois tous les 7 ans et même dans ce cas, il faut l'approbation de plusieurs de leurs dirigeants. Il informe également Arthur que la prochaine fois qu'il pourra être ouvert, ce sera dans 5 ans. Cela inquiète Arthur, mais le roi le rassure, affirmant qu'il ne peut pas garder un humain ici aussi longtemps et qu'il organisera pour que ses soldats l'escortent chez lui. Arthur, soulagé, le remercie, mais à ce moment-là, une soudaine vague de douleur. Un coup le frappe, si intense qu'il attire même l'attention de Virian. Arthur décide de se reposer et, en prenant un bain, se remémore Sylvia, se demandant ce qu'il doit faire face à cette douleur persistante. Après s'être rafraîchi, il sort prendre l'air, contemplant comment trouver la source de sa douleur et l'éliminer. En marchant, il aperçoit Tessia avec sa famille et, pendant un instant, espère que ses propres parents sont aussi en sécurité. La seule chose qu'il peut faire est d'espérer qu'ils ont survécu d'une manière ou d'une autre. Serrant le poing, il se demande s'il l'accueillerait avec un sourire. Arthur se lève et commence à bouger, tandis que Tessia se précipite rapidement vers lui. Il la taquine un peu, mais la petite fille s'excuse au nom de sa famille pour leur impolitesse envers lui. Arthur balaye cela d'un geste, lui disant que c'est juste leur façon de montrer qu'ils étaient inquiets pour elle, et lui conseille d'accepter d'être une petite princesse gâtée, mais aussi d'être responsable. Se tenant à côté d'elle, il lui demande si ses parents seraient heureux de se retrouver avec lui. En voyant son visage sombre, Tessia lui pince la joue et lui dit qu'il le serait certainement, même elle lui manque bien qu'il soit encore juste là. Juste à ce moment-là, des lucioles apparaissent à nouveau et Arthur se rappelle certains de ses souvenirs, réalisant qu'il a lutté contre son passé et qu'il est englouti par l'obscurité. Il s'excuse auprès de la princesse, lui disant qu'il est désolé d'agir ainsi. Soudain, l'une des lucioles fonce vers eux et Arthur, pensant que cela pourrait être une attaque, se précipite pour l'écraser avant de sauter pour l'attraper. Il essaie de la frapper, mais avant qu'il ne puisse, Virian apparaît devant lui. Arthur lui crie dessus, lui demandant s'il essaie de blesser sa propre petite fille. À quoi Virian répond calmement, demandant si une simple luciole pourrait vraiment faire du mal. Arthur ouvre sa main, réalisant que Virian a raison. Le vieux Gramps a en fait utilisé ce moment pour tester les compétences d'Arthur, et maintenant il est certain qu'Arthur a vraiment vaincu les marchands d'esclaves tout seul. Tessie intervient, disant au grand gars d'arrêter de harceler sa meilleure amie, mais le vieux homme forge simplement une épée en bois, affirmant qu'il n'a pas rencontré une personne aussi intéressante depuis longtemps. Il se précipite vers Arthur, mettant sa petite fille dans un endroit sûr. Il dit à Arthur de venir à lui, intrigué par ses compétences. Mais il devient clair que le vieux n'est pas de taille face à lui. Arthur essaie de suivre, mais l'homme brise facilement son épée.
Arthur trouve alors une ouverture et essaie d'utiliser sa magie du feu, seulement pour que cela soit bloqué encore une fois. Mais Arthur parvient enfin à porter un coup au vieux, gagnant son reconnaissance et préparant le terrain pour le deuxième round. Avant que cela ne puisse arriver, Tessie pince le pare-choc d'Arthur, fortement, lui causant une douleur qu'il se souviendra longtemps. Le vieil homme dit à Arthur qu'il existe un moyen de faire savoir à ses parents qu'il est en vie, mais avant qu'il puisse expliquer davantage, Arthur est frappé par une douleur intense qui le fait tomber à genoux. Le vieil homme révèle qu'Arthur a hérité de la volonté d'une bête et l'exhorte à devenir son disciple, avertissant que s'il ne le fait pas, il pourrait mourir de la douleur.